Hello. Voici Blade, mi-humain, mi-vampire. Toute sa vie, il a souffert d'une soif de sang, qu'il éteint avec des sérums spéciaux. Mais contrairement à ses ennemis, Blade n'a pas peur de la lumière du soleil. En utilisant ses pouvoirs surhumains et survampiriques, il tente de sauver le monde du mal. 1967. Une femme enceinte est admise à l'hôpital avec une blessure au cou. Les médecins l'ont trouvée dehors et ils pensent que la pauvre fille a été mordue par un animal sauvage. Soudainement, la fille est sur le point d'accoucher. Elle subit une césarienne et un petit garçon en bonne santé naît. La scène suivante montre une fille et un gars se précipitant dans une voiture pour aller à une fête. L'action se déroule des années après ce qui s'est passé à la clinique. Au lieu d'une boîte de nuit, le couple arrive dans un immense congélateur industriel, où ils passent devant des centaines de carcasses. Leur voyage se termine à une porte, dont l'entrée est gardée par un agent de sécurité. La fille embrasse le gars, et ils sont autorisés à entrer. Dans le hall, le DJ joue de la musique forte. La foule se déplace en rythme avec la musique, et le nouveau venu perd rapidement son date. Et quand il la trouve, il se fait pousser par la fille qui danse à côté de lui. Il ne comprend pas ce qui se passe. Tout le monde autour de lui le regarde droit dans les yeux, et un liquide rouge suspect coule du plafond sur sa paume. Soudainement, le système de gicleur incendie s'active et commence à pulvériser du vrai sang sur la piste de danse. La caméra se déplace vers la bannière avec le nom de l'événement, Bain de sang. Les gens applaudissent, profitent du spectacle et le gars effrayé essaie de s'enfuir, mais il tombe sur le sol humide et collant. Alors qu'il rampe vers la sortie, ceux qui l'entourent lui donnent des coups de pied. Le pauvre gars s'arrête quand il tombe sur les bottes lourdes de Blade, qui semblent sortir de nulle part, juste devant lui. Le sang cesse de couler du plafond, et les vampires commencent à se rendre compte que leur fête ne se déroule pas comme prévu. Le chasseur de vampires procède à l'extermination méthodique des suceurs de sang. Des fusils de chasse, des mitraillettes et des pieux entrent en jeu. Les vampires se dispersent dans la peur, et les gardes sont incapables d'arrêter ou même de ralentir le héros. Finalement, un dernier groupe de vampires, les plus désespérés, tente d'arrêter Blade. Il les tue avec son épée. Seul leur chef survit, que le protagoniste cloue d'abord contre le mur avant d'y mettre le feu. Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, ils ne découvrent qu'un cadavre en feu et un mec effrayé, qui n'a pas réussi à partir du bain de sang. Blade quitte tranquillement la boîte de nuit improvisée et disparaît dans la nuit. Le vampire Free est emmené à l'hôpital. Là, il est examiné par un médecin qui commence une autopsie. Le suceur de sang n'aime pas cette tournure des événements, et il se relève d'entre les morts, avant d'attaquer d'abord l'infirmier, puis la femme médecin. Elle est venue à l'autopsie pour examiner les bizarreries trouvées dans le sang du patient admis. La fille ne sait pas qu'ils ont affaire à un vrai vampire. La médecin ne parvient pas à échapper à l'agresseur, et celui-ci la mord dans le cou. Soudainement, Blade apparaît dans le couloir de l'hôpital, et il coupe le bras du vampire. Le suceur de sang décide de battre en retraite, et il saute par la fenêtre de l'hôpital. La chute ne lui fait aucun mal, et la créature immonde s'enfuit. Blade est sur le point d'achever la victime infectée, quand il se souvient soudainement de la fille enceinte qui est morte au début de l'histoire. D'après ses souvenirs, on comprend qu'elle était sa mère. Le héros pose son arme, prend la femme blessée et s'enfuit. La police tire après lui. Ensemble, ils se rendent à une cachette secrète, où ils rencontrent Abraham Whistler, l'ami, le mentor et le partenaire de Blade dans la lutte contre les vampires. Le vieil homme pense que la fille devrait être achevée, car elle pourrait bientôt se transformer en vampire. Blade dit qu'il ne pouvait pas le faire. Sur son étiquette, Whistler lit le nom de la médecin, Karen Johnson. Il dit qu'il va injecter quelque chose à Karen qui devrait ralentir ou empêcher la transformation, de l'ail. La procédure est assez douloureuse. Pendant ce temps-là, le conseil des anciens vampires discute de ce qui s'est passé lors de la fête du bain de sang. Le vampire principal dit que c'était Blade, le chasseur de vampires, sans mêlée et marcheur diurne, comme on l'appelle. Il convoque Deacon Frost, un jeune et ambitieux chef de l'un des gangs de vampires, pour enquêter sur l'affaire. Ils disent que c'est un sans mêlée aussi, car le gars n'est pas né vampire, il a été transformé. Frost est blâmé pour ce qui s'est passé, et on lui rappelle que les vampires se cachent dans l'ombre depuis des siècles, et c'est là qu'il devrait rester pour être en sécurité. Mais Frost n'aime pas se cacher, il dit qu'il veut prendre le contrôle de la Terre et transformer tous les humains. Frost croit qu'il fait partie de la prochaine étape de l'évolution, et avec des menaces, le gars quitte la réunion. Pendant ce temps-là, Blade passe chez son ami fournisseur d'armes, et il achète une nouvelle essence d'ail ainsi qu'un sérum, un suppresseur de soif de sang. À ce moment-là, Karen se réveille dans la cachette
cachette et elle regarde autour d'elle. Elle ne s'est pas transformée en vampire. Quand elle atteint l'épée de Blade sur l'étagère, elle perd presque sa main, car la poignée de l'arme est protégée par des pointes, pour éviter une utilisation non autorisée. Blade retourne à la base. Karen l'entend parler à Whistler de son cahier et des notes qu'il contient. Le vieil homme pense que la médecin est sur le point de résoudre le mystère sur comment guérir le vampirisme. La conversation a lieu alors que Blade reçoit une injection douloureuse de sérum hautement concentré. Karen est finalement repérée. Elle essaie de s'enfuir, mais Whistler et Blade la rattrapent. Il n'y aurait pas de meilleur moyen pour se présenter, alors ils en profitent pour expliquer qui ils sont à la médecin. La fille apprend aussi la vérité sur les vampires. Il s'avère que les chasseurs les suivent de ville en ville et les exterminent. Au début, Karen ne les croit pas, mais le souvenir d'un corps brûlé, qui ne voulait pas mourir à l'hôpital, la ramène rapidement à la raison. Whistler lui montre les armes qui aident le duo à combattre les suceurs de sang. C'est argenté, et la nouvelle invention de Whistler, un puissant projecteur ultraviolet. Ce dernier nécessite des tests, et Blade accepte volontiers. Whistler croit que les suceurs de sang se souviendront de la femme et qu'elle ne vivra plus jamais en paix. Néanmoins, un peu plus tard, il laisse Karen rentrer chez elle. On lui donne une masse spéciale, un récipient d'essence d'ail comme arme. En fin de compte, on lui dit qu'en cas de soif bizarre, il vaut mieux se mettre une balle dans la tête, car l'alternative est encore pire. Pendant ce temps-là, Gaetano Dragonetti, un chef vampire, trouve Frost dans les archives, où il essaie de déchiffrer d'anciens parchemins de vampires. Il gifle le gars au visage, puisque seuls les purs sangs, les membres de la maison d'Erebus, ont accès aux archives. Dragonetti essaie de découvrir ce que fait Frost, mais ce dernier n'est pas pressé de tout dévoiler. N'ayant rien accompli, Dragonetti quitte les archives, où l'ordinateur continue d'analyser d'anciens textes. Blade ramène Karen à la maison et il l'avertit qu'elle doit rester vigilante. Dans l'ascenseur, la fille remarque des tatouages assortis sur le cou des gens. 2 d'entre eux la suivent sur le chemin de l'appartement, mais disparaissent ensuite. Karen entre à l'intérieur et quelques minutes plus tard, un policier arrive, mais il agit de manière suspecte et il la menace. Il reçoit une bouffée d'ail au visage, mais ça ne lui fait rien. Il s'avère que Karen ne fait pas face à un vampire, mais seulement à un serviteur qui attend d'être transformé. C'est Blade qui est entré après l'homme qui lui explique ça. He's a familiar. A vampire wannabe. Après avoir bien battu le flic, Blade montre le tatouage sur son cou, qui montre son allégeance à Deacon Frost à Karen. En bas, dans le coffre de la voiture de police, le couple trouve du sang de donneur, confirmant l'intuition du chasseur de vampires. Ayant saisi le moment alors que Karen tient la main de Blade, le flic s'échappe alors que le héros hésite à tirer dans un endroit bondé. L'homme ne lui a jamais dit où il allait. Après une brève dispute, Karen monte dans la voiture avec Blade, et elle dit qu'elle vient avec lui. Elle dit également qu'elle sera plus en sécurité avec le chasseur et qu'elle prévoit de poursuivre sa recherche d'un remède contre le vampirisme. La nuit, le policier retourne à sa voiture. Le couple le suit et il les conduit dans un club exclusif. C'est une crypte secrète de vampires, avec des gardes à ses portes. Après avoir armé son ami d'un pistolet chargé de balles en argent, Blade prend d'assaut le foyer sans y réfléchir plus que ça. À l'intérieur de la boîte se trouve une autre rave de vampires, mais cette fois, tous les invités sont assis à leur table, écoutant un DJ et quelques chanteurs asiatiques. Le flic se présente à côté du bar, et Blade se précipite après lui, dispensant les gardes. Il rattrape l'ennemi dans la cuisine, et il jette les ordures dans les environs tout en les battant. Le chasseur veut savoir où se trouve l'entrée secrète. Encore une fois, celle-ci se trouve dans le congélateur. Apparemment, les vampires aiment bien ça. Blade laisse partir le serviteur, tandis que lui et Karen descendent le passage et prennent l'ascenseur pour les archives, où Frost déchiffrait les parchemins de vampires. Alors que la paire fouille le coffre-fort de données, l'homme de main retourne auprès de son maître, Frost. Il y a une fête chez le suceur de sang, mais son hôte ne quitte pas l'écran de l'ordinateur qui termine le traitement des anciens documents. L'affichage montre un étrange bâtiment circulaire, à l'intérieur duquel les personnes portant une sorte de marquage doivent se tenir dans un ordre spécial. Mais ce qui se passe exactement dans la vidéo est un mystère. Là, le serviteur s'approche de Frost. Il parle de Blade et de son ami, que le chasseur utilise essentiellement comme appât à 100 mètres. Au début, Frost écoute calmement, puis il se jette sur le gars d'un mouvement brusque et boit tout son sang. Le corps du policier est envoyé nager dans la piscine au centre de la pièce. Wayne, le vampire bien free, est également présent à la fête. Ironiquement, il s'avère être le bras droit de Frost, alors que sa main droite a été coupée par Blade à l'hôpital. Frost ordonne à son subordonné de capturer le chasseur vivant. Au fond des archives, une odeur nauséabonde conduit Karen et Blade à un archiviste méchant nommé Pearl, qui ressemble étrangement à Jabba the Hutt. Lorsque le couple s'approche de lui, il est en train d'expliquer à Frost ce qu'il a trouvé. Ça s'avère être un rituel secret. You and me too.
your plans to make the ritual work? En voyant Blade, Pearl a peur. Il communique avec Frost par vidéo, et il crie qu'il est sur le point d'être tué, mais Frost ne s'en soucie pas particulièrement, se contentant de dire à l'archiviste d'essayer de mourir dans la dignité. Blade et Karen torturent Pearl avec la nouvelle lampe ultraviolette, lui extorquant des informations sur le rituel. L'homme n'est pas particulièrement coopératif, donc il subit 2 charges, lui donnant une croûte lisse et croustillante sur sa peau pâle. Pearl n'a pas trop envie de se faire transformer en steak, alors il trahit Frost. Et il révèle pourquoi l'homme a besoin de déchiffrer des archives anciennes. Il s'avère qu'il existe un moyen de réveiller le dieu du sang, la Magra. Pour faire ça, il doit rassembler 12 personnes nées vampires, ainsi que quelque chose d'autre. Ensuite, Blade prend le disque avec les données, et il continue sa recherche dans les archives. Il dit à son ami qu'il doit garder Pearl, lui donnant des instructions. Si le mec bouge, il faut le frire. Le chasseur trouve une porte fermée, et il décide de la faire sauter malgré les cris de l'archiviste. Karen n'aime pas quand les gens crient, alors elle éclaire Pearl avec sa lampe de poche ultraviolette. He moved. À la fin de la procédure, le suceur de sang ne se sent pas trop bien, mais il reste en vie. La porte explose, et Blade et Karen entrent dans la pièce avec les anciens parchemins originaux. Là, Blade tombe dans un piège, quand il essaie d'aider une fille assise par terre. Soudainement, elle commence à donner des coups de pied au chasseur de vampires, et elle casse l'une des vitres. D'autres vampires, dirigés par Wayne, se joignent au combat. La chance du protagoniste s'épuise, il est attaché à une colonne par le cou. Karen se fait aussi attraper. Wayne montre son bras en état de guérison à Blade. Les vampires peuvent régénérer les membres. L'un des vampires prend l'épée du chasseur, et il perd immédiatement sa main. Mais le reste du groupe n'est pas particulièrement effrayé par ça. Ils savent qu'une nouvelle main repoussera bientôt. Wayne décide de rétablir la justice, et il poignarde Blade aux épaules avec une paire de pieux d'argent, tout comme le chasseur l'a fait à la fête du bain de sang au début du film. Mais le triomphe du vampire s'estompe rapidement lorsqu'il s'avère que Blade avait un écouteur avec un microphone dans l'oreille pendant tout ce temps, qu'il utilisait pour maintenir la communication avec Whistler. Le vieil homme fait irruption dans le bâtiment, et il abat presque tous les gardes avec une mitrailleuse. Catch you f***ers at a bad time. Saisissant leur chance, Blade et Karen se précipitent dans le trou dans le mur que Whistler a préparé. Le trio entre dans le tunnel de service du métro, et Whistler lance une grosse charge explosive dans la voûte des vampires. L'explosion s'avère puissante, et elle se produit juste au moment où le chasseur de vampires et l'équipe sont coupés par un métro qui passe. Whistler se fait frapper au visage par une pièce de rechange volante, et Blade et Karen sautent dans le tunnel alors que le train passe. Au cours d'une bagarre épique dans le tunnel, avec des trains et des vampires en colère, de nombreux vampires sont envoyés dans leur tombe. Wayne perd à nouveau son bras, et il compte le nombre de wagons d'un train en mouvement avec sa tête, tandis que Blade et Karen échappent habilement à la poursuite en s'accrochant à la dernière rame qui passe. Là, le chasseur s'injecte le sérum. Il explique à son ami qu'il n'est pas un vampire, mais autre chose. Le récit de la vie de Blade se poursuit dans la cachette de Whistler. Il a également réussi à s'échapper du tunnel. Le vieil homme dit qu'il a rencontré Blade, un sans-abri qui, à l'âge de 13 ans, alors qu'il errait dans les rues et buvait le sang des sans-abri, Whistler a failli le tuer, le prenant pour un vampire. Mais il a ensuite réalisé ce qu'il était. Ce qui s'est passé, c'est que la mère du futur chasseur a été mordue par un vampire alors qu'elle était enceinte. Whistler dit qu'elle est morte en accouchant et que le bébé a une altération génétique. Le résultat final est Blade, qui n'a pas peur de la lumière du soleil ou de l'argent, mais qui a la soif et les pouvoirs d'un vampire. Dernièrement, le sérum ne fait que diminuer brièvement l'envie de sang du chasseur. Whistler lui-même a une raison de prendre le chemin d'un tueur de vampires. Il raconte à Karen comment, dans le passé, toute sa famille a été assassinée par un vampire qui l'a laissé entrer dans la maison par la bonté de son cœur. Whistler croit que quelque chose de grand est sur le point de se produire dans le monde des vampires. There's something happening in the vampire ranks. There's something big. Et Deacon Frost est derrière tout ça. Karen entre dans la chambre de Blade. Elle dit qu'elle sait maintenant qui il est. Le chasseur répond que la fille ne peut pas tout savoir sur lui et qu'il n'est pas humain. Sa nouvelle connaissance essaie de prouver aux combattants vampires que ce n'est pas vrai. Blade avoue que depuis le tout début de sa croisade anti-vampire, il cherche le monstre qui a attaqué sa mère et l'a créé. Chez Frost, Wayne essaie de trouver des excuses pour son échec. Pour ça, il se fait mordre dans le moignon de sa main par la copine de Frost. Le patron, à son tour, répète à Wayne qu'il veut Blade vivant. À l'aube, un groupe de personnes amène un prisonnier attaché sur le rivage, où le soleil commence tout juste à se lever. Quand ils enlèvent le sac de la tête de la victime, il s'avère que c'est Dragonetti,
l'ancien patron du clan des vampires. Frost et sa bande se tiennent autour de lui. Frost arrache les crocs de l'ennemi avec une pince, le déshabille et le place sur ses genoux, face à l'est. Dans les rayons du soleil levant, le chef du clan des vampires prend d'abord feu, puis explose en morceaux. À ce moment-là, Frost prend sa copine par la main. Lors de la prochaine réunion des anciens, Frost arrive avec les crocs de Dragonetti et s'empare du pouvoir. Il dit qu'il cherche 12 volontaires parmi le conseil. En attendant, Blade et Whistler sont dans leur base, et ils parlent. Le chasseur montre un morceau du parchemin qu'il a réussi à voler dans les archives détruites. Il remet également le disque avec les plans de Frost au vieil homme. Whistler promet d'y jeter un coup d'œil. Something about the blood god, the spirits of the 12. Pendant ce temps-là, Karen a apporté son équipement médical et une nouvelle arme qu'elle a créée pour combattre les vampires. Un liquide qui fait bouillir le sang des vampires. Le microscope se brise pendant le test de la réaction chimique. Alors que Karen prend le sang de Blade pour des tests, il lui révèle que Whistler a un cancer. La fille décide d'examiner ses marques de morsure, et le vieil homme la surprend en train de le faire. Il déclare que Karen n'a pas l'air bien, et qu'elle se transformera certainement dans un jour ou deux. La fille lui demande de ne pas encore l'enterrer. Blade se rend en ville pour récupérer le sérum, et sur le chemin croise Frost, qui porte de la crème solaire parce qu'il fait jour, et qui conduit une petite fille asiatique par la main, la tenant en otage. Frost a longtemps voulu rencontrer le héros en personne, et il tente de le gagner à ses côtés. Il dit que les gens sont simplement du bétail. Ils craignent le chasseur et le considèrent comme une bête. Les vampires, en revanche, sont la race supérieure, selon lui. Blade cite les anciens parchemins de vampires de Frost, et il dit qu'il n'est rien pour lui. Frost jette la fille dans l'allée et s'enfuit. Blade sauve l'enfant, mais il n'entend même pas un merci en retour. L'enfant effrayé disparaît rapidement dans la foule. Pendant que Blade négocie avec Frost, Karen et Whistler testent son remède contre le vampirisme. La fille pense que son invention peut l'aider, elle et tous ceux qui viennent de se transformer. Elle veut aussi essayer de soigner la soif du chasseur. Soudainement, leur cachette est attaquée. Le couple parvient à tuer quelques-uns des vampires, mais ils se font quand même capturer. Quand Blade rentre chez lui, il ne trouve pas Karen, seulement Whistler, sous un drap sanglant. À côté de lui se trouve une cassette vidéo. Whistler est toujours en vie, et il dit que Frost a pris leur ami et complote une apocalypse vampirique complète, après quoi les humains cesseront d'exister en tant qu'espèce. Il a compris ça grâce au disque déchiffré. Blade s'avère être la clé de la venue de la Magra, et c'est pourquoi ils ont voulu le prendre vivant. Whistler met en garde son ami contre le fait d'aller dans l'antre des vampires, et lui demande de lui tirer dessus, afin qu'il ne se transforme pas en vampire. Blade résiste d'abord, mais il donne ensuite son arme chargée au vieil homme. Au son du tir, il quitte la zone de production et se rend dans sa chambre. Ensuite, Blade regarde les images laissées par Frost, dans lesquelles il l'appelle à venir à Edgewood Tower. Karen est retenue captive par les méchants. Le chasseur prend des balles et des pieux d'argent, charge le liquide meurtrier laissé par son ami dans des seringues, monte sur sa moto et part affronter le mal. Pendant ce temps, Frost interroge Karen sur sa relation avec Blade. Blade not giving it to you, maybe? Il lui donne le choix de se transformer ou de mourir. La fille répond qu'elle est prête à être mordue. Elle sera guérie plus tard de toute façon. Le suceur de sang ne la croit pas, mais il ne la mord pas non plus. Elle dit que Frost est un infecté, pas un vrai membre de la nouvelle espèce. Frost est blessé par ses paroles, et il prononce un discours fervent sur l'arrivée imminente de la Magra et l'apocalypse mondiale des vampires. Pourquoi il n'y aura pas de remède? Soudainement, quelqu'un entre dans le bâtiment. Frost en est informé par son homme de main. La scène suivante rappelle la bataille dans le foyer de marbre du film Matrix. Les balles, le slow motion, les morceaux de tuiles, la fusillade intense, tout est là. Mais ici, c'est Blade qui arrive dans le bâtiment à moto. Dans Matrix, il n'y a que Trinity pour faire ça. La première tentative des gardes pour arrêter le chasseur échoue, et il continue son chemin vers Frost. Ce dernier, effrayé, s'enferme dans le penthouse. Aux étages supérieurs, le chasseur rencontre 2 gardes d'élite. Il les utilise pour tester sa nouvelle arme injectable de Karen. Cette arme fonctionne parfaitement, ne laissant que des éclaboussures de sang. Blade poursuit sa croisade, et il trouve la salle blanche avec un ordinateur portable. Encore et encore, il rejoue le plan insidieux de Frost d'invoquer le dieu du sang. Soudainement, un lit élaboré apparaît dans le coin de la pièce, dans lequel se trouve la mère de Blade, bien vivante et en bonne santé. Elle dit qu'elle a été mordue par Frost, puis qu'on lui a donné refuge ici. Le chasseur abasourdi est pris au dépourvu par les suceurs de sang. Ils battent impitoyablement leur adversaire avec des matraques électriques.
et il l'emmène sur le site du rituel. Blade y est conduit à l'arrière d'un camion, avec Karen. Sur le chemin, elle partage avec le chasseur qu'elle est sur le point de trouver un remède contre le vampirisme. Mais si cela fonctionne, cela lui enlèvera également tous ses pouvoirs. Blade et Karen, épuisés, se font sortir du camion et traîner à l'endroit du rituel sous les coups de matraque. Toute la procession arrive dans la salle, où l'action principale est sur le point de se dérouler. Frost et la mère de Blade regardent autour du couloir. Dans le processus, ils font également visiter le tueur de vampires. À côté d'eux se trouvent les anciens vampires du conseil. Blade est mis à genoux par le coup de Wayne. Le gars a soif, et il n'entend pas un mot de ce qu'ils disent. Frost démonte l'arme du chasseur, joue avec l'épée, mais il ne perd pas sa main, puisqu'il connaît maintenant sa particularité. Il trouve ensuite des flacons de liquide qui font bouillir le sang des vampires, mais il croit que c'est du sérum, et il les jette à l'autre bout du couloir. Karen est ensuite jetée dans un donjon avec un vampire aveugle à moitié féroce qui ressemble plus à un zombie. Tell me, Karen, do you ever have second thoughts about us? Elle le reconnaît comme son collègue de la clinique, qui a été transformé. Il essaie maladroitement de régler des problèmes de longue date. Le gars n'est pas très agile, alors il tombe au sol après seulement quelques coups avec un os lourd. La fille quitte le sous-sol en toute sécurité, et elle part à la recherche du chasseur. En attendant, Blade est mis dans une énorme construction ressemblant à une centrifugeuse. Sa mère l'y conduit. Avant de se préparer, elle essaie de s'excuser auprès de son fils, et elle l'appelle par son prénom, Eric. Ensuite, elle lui raconte avec plaisir les meurtres qu'elle a commis, et elle dit qu'elle a depuis longtemps cessé d'être humaine, ayant cédé à la soif de sang. La femme ferme la caméra en appuyant sur un bouton. La cérémonie commence. Les membres du conseil sont disposés en cercle, tandis que le sang coule de Blade. Il remplit des cavités spéciales dans les murs. Karen arrive à Blade et le libère de la cellule, mais le rituel ne peut pas être arrêté. Le chasseur est faible et ne peut pas se lever, alors Karen lui dit de la mordre. Blade refuse d'abord, mais il réalise ensuite qu'il n'y a pas d'autre choix, et il enfonce ses crocs dans son cou. Pendant que le chasseur de vampires reprend des forces, le sang commence à couler sur le front des vampires qui sont debout dans la grande salle. Frost arrive au centre et reçoit la dernière goutte. La foudre frappe les participants du rituel. La mère de Blade, voyant que son fils est libre, commence à l'attaquer. Karen, quant à elle, tente d'arrêter le rituel et pousse l'un des gardes hors de la falaise, avec un coup de fusil de chasse. À ce moment-là, Eric finit sa mère, et des esprits squelettiques s'envolent des vampires sacrifiés. Ils trouvent tous un abri à l'intérieur de Frost. Blade, furieux, se précipite pour punir le dieu du sang, nouvellement créé. Dans le combat épique, Wayne est le premier à être touché. C'est ainsi qu'Eric, ou Blade pour les intimes, récupère ses lunettes et commence à exterminer méthodiquement tous les sbires. Pendant ce temps-là, Karen asperge la petite amie de Frost d'essence d'ail et sa tête explose. Finalement, Blade arrive à Frost. Ils se battent avec des épées, et à un moment donné, le chasseur coupe même le puissant suceur de sang en deux. Mais la régénération du dieu vampire s'avère plus puissante que le titane notoire dont l'arme est faite. Blade se souvient alors des flacons avec la concoction puissante, et il lance son épée sur eux. On dirait que le chasseur a raté son coup, mais la poignée d'ouverture envoie des flacons directement entre les mains de Blade, qui en lance plusieurs sur la magra. Contre une telle substance, la régénération s'avère impuissante, et le suceur de sang explose. Blade et Karen montent sur le toit et décident de combattre le mal ensemble. Le médecin promet de continuer à chercher un remède. Eric refuse de prendre sa retraite tout de suite, et il demande à son ami de l'aider à préparer le sérum. Dans la dernière scène, Blade se trouve à Moscou, où il se bat contre un autre vampire. Le film a fait plus de 3 fois son budget rien qu'au box-office. Quant à Deacon Frost, il s'est avéré être un méchant tellement charismatique qu'il était prévu de faire une trilogie distincte sur lui. Au final, l'idée a été abandonnée, mais c'est Blade qui a reçu 2 suites. D'ailleurs, le film ne se déroule pas dans une ville au hasard, mais à la Nouvelle-Orléans. Les spectateurs attentifs peuvent le voir sur la carte de la région, qu'Eric tient entre ses mains lors de la scène de la première rencontre de Karen et Whistler. Comme toujours, tu trouveras le titre dans la description de la vidéo. En attendant, dis-nous dans les commentaires, selon toi, qui est le vampire le plus puissant que t'as jamais vu à l'écran. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour que des futures histoires puissent sortir autant que possible.